Ils mentent. Nous savons qu'ils mentent. Ils savent que nous savons qu'ils mentent. Et pourtant, ils persistent à mentir. Mes amis, rassurez-moi, vous n'êtes plus des lapins de 6 semaines en ce qui regarde Staline. Il y a longtemps que vous avez perdu les écailles de vos yeux en contemplant les merveilles du paradis socialiste. Une vidéo sur Staline, vous savez ce que vous allez y trouver. Collectivisation des terres, famine artificielle, procès de Moscou, purge, torture, goulag. Vous le savez que ça va être crade. Staline, j'ai envie de dire, on ne le protège pas, ou plus. Il y avait quand même Aragon qui défendait les procès de Moscou, hein, et qui vantait les mérites du goulag. Ouais, puis il y a aussi Paul Éluard qui écrit une ode à Staline, Henri Barbusse qui fait une hagiographie, le grand Jean-Paul Sartre qui dit que la liberté de critique est totale en URSS. Oui, il y a ça. Dans le monde des artistes et des intellectuels, la servilité était abyssale à l'époque. Aujourd'hui, existe-t-il des gens qui défendent Hitler? Non. Des gens qui défendent Staline? Une poignée. Aujourd'hui, si tu discutes avec des révolutionnaires marxistes, quelle est leur position vis-à-vis de Staline? Ils n'essaient plus de le récupérer. C'est bon, son nom est trop sale. Staline, ils ne se réclament plus de lui. Ils essaient de le démarxiser. C'est-à-dire? Staline n'est pas notre ami, il n'est pas un vrai révolutionnaire, il n'est pas un vrai marxiste, c'est un homme de l'ordre, c'est un grand nationaliste russe, un conquérant, tout ça. Oui, c'est ce qu'ils vont dire. Tu es socialiste, eh bien tu vas naturellement chercher à renier la parenté qui peut exister entre Staline et toi. Et pour beaucoup d'entre eux, c'est un rejet instinctif. Ils ne peuvent pas croire que Lénine et Staline pourraient leur ressembler. Et on les comprend. Pourtant, Lénine, Staline, Pol Pot étaient comme eux, à la base. C'étaient tous des étudiants qui tenaient la dragée haute à leur maître conservateur. Mais Staline, lui, contrairement à tous ces jeunes étudiants marxistes pleins d'idéal, Staline, lui, il l'a fait. Il a pris le pouvoir. Et donc, il a connu l'expérience du pouvoir révolutionnaire, qui est une expérience toute particulière que peu de révolutionnaires sur la Terre ont faite. Les marxistes devraient, en toute logique, s'intéresser à son cas. Qu'est-ce qui a cloché chez ce camarade-là? Pourquoi lui, qui a une formation intellectuelle impeccable? Parce que je suis désolé, Staline était impeccable sur le plan des idées. Comment a-t-il fait pour subvertir le socialisme? Et d'ailleurs, est-ce que c'est possible de subvertir le socialisme? C'est pas censé être quelque chose d'inéluctable, de scientifique? Comment est-ce qu'on peut la subvertir alors qu'elle est motivée par des lois de l'histoire qui nous dépassent tous? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Deuxième chose, à propos du socialisme justement, beaucoup de gens vont être tentés par un réflexe très très spontané et très facile, qui est de séparer socialisme et communisme, en disant que ce n'est pas la même chose. Ah mais communisme et socialisme, c'est pas pareil. Le parti socialiste et le parti communiste sont deux partis différents en France. Staline, c'est un communiste. Non, j'entends souvent ça, mais malheureusement c'est une erreur de débutant. Le socialisme, c'est l'idéologie qui veut la socialisation des moyens de production. Et c'est effectivement ce que veut Staline. Il a socialisé les moyens de production, notamment lorsqu'il a mis en place les kolkhozes ou les entreprises d'État. Donc l'idéologie de Staline a un nom qui est celui du socialisme. Communiste, c'est le nom de son parti, le parti qui est garant de la fidélité à Karl Marx. Pour Marx, en effet, le socialisme est établi par une révolution et le parti communiste se propose d'être le protecteur des acquis de la révolution. C'est une structure politique, une institution si on préfère. C'est-à-dire que le socialisme est une idéologie, tandis que le parti communiste est une institution. Le parti communiste garantit que l'on ne s'éloigne pas de la référence première et originelle du socialisme, qui est Karl Marx. Le penseur de référence en Union soviétique, c'est pas Staline, ni même Lénine, c'est bien Karl Marx. Ainsi, le mot de socialisme est celui qui figure dans le nom du pays, l'Union des républiques socialistes soviétiques, URSS. L'idéologie de Staline est donc bien le socialisme, et il va passer sa vie à le démontrer en éliminant les deux bêtes noires du socialisme de son époque, les Nepmen
et les koulaks, c'est-à-dire les commerçants et les propriétaires. Je rappelle que dans le monde de l'après-révolution, en principe, ni le commerce privé ni la propriété privée ne sont censés exister. Le commerce privé est remplacé par une planification de l'ensemble de l'économie, qui échappe donc aux lois du marché, et la propriété privée est remplacée par la propriété collective. Évidemment, c'est d'ici que part une bonne partie des problèmes. Alors maintenant, si on se demande d'où vient ce mot de communisme, effectivement, il vient d'une certaine variante du socialisme, mais qui est en fait une variante orthodoxe. Il y a 3 principaux courants à l'intérieur du socialisme, 2 variantes qu'on peut dire hétérodoxes, c'est-à-dire qu'elles ne correspondent pas aux thèses de Karl Marx. Ce sont les sociodémocrates qui rejettent la révolution qui est prédite par Karl Marx, et les anarchistes qui suivent Bakounine. Et puis, il y a un socialisme qui est orthodoxe, qui est pleinement fidèle à ce que disait Karl Marx, et ce socialisme, on l'appelle le communisme. Alors, allons nous projeter maintenant en 1924, c'est-à-dire au moment de la mort de Lénine. La Russie, à cette époque, est un pays quasi capitaliste, c'est-à-dire que certes, toutes les entreprises sont possédées par l'État, mais que les paysans et les commerçants sont en situation, on peut dire, capitaliste, de liberté dans la fixation des prix du marché. Faisons un petit rappel rapide concernant Lénine. Lénine fait la révolution en 1917. Il prône la paix entre les peuples, c'est un pacifiste. En réalité, à cause de lui, la guerre en Russie dure le double que les autres pays d'Europe, puisqu'il fait sombrer le pays dans une guerre civile. Il extermine la classe des koulaks, la classe des producteurs agricoles. La conséquence est une famine abominable. Et après s'être félicité d'un record honorable de 9 millions de morts à peu près, il se demande s'il n'a pas poussé la voiture un peu loin et décide de faire quelques pas en arrière. C'est la NEP, la nouvelle politique économique, donnant ainsi un aveu, un semi-aveu que ses opposants, qu'il a massacrés par centaines, avaient raison dans le fond, avant qu'il ne leur abrège la vie. Mais attends, il y a un truc bizarre. Qui a exterminé les koulaks alors? Lénine ou Staline? Parce que j'ai l'impression que les deux sont accusés de l'avoir fait. Mais les deux. Lénine a exterminé tous les paysans qui avaient bénéficié des réformes de Stolypine en 1911, c'est-à-dire les propriétaires terriens. J'ai fait une vidéo sur d'ailleurs ce personnage de Stolypine. C'était des koulaks, et ils en sont presque tous morts. Lénine a bien dékoulakisé le pays, mais entre la dékoulakisation par Lénine et la dékoulakisation par Staline, il y a eu la NEP. Et de nombreux paysans ont réussi par leur travail à relancer la production agricole à l'époque de la NEP. Ce sont les koulaks, nouvelle génération si on veut. En fait, le koulak, c'est le riche, quoi. Oula, oui, c'est un riche, si tu veux. Enfin, c'est un riche dans le langage courant. Après, il est riche comme je suis pape. C'est un homme qui a atteint un certain seuil de richesse qui est en fait très bas. Est koulak, nous dit Staline en 1929, l'homme qui emploie un salarié, ou bien l'homme qui possède 3 animaux de trait, ou bien une machine à moteur, ou bien ensemence plus de 10 déciatines, c'est une unité de superficie, ou possède un commerce. Eh ben, si tu coches l'une de ces cases, tu es un koulak. Bonjour de ma part, à la corde qui te pendra. Mais pourquoi? Pourquoi il fait ça? Pour les mêmes raisons que Lénine. Staline est son élève, pour des raisons idéologiques, qui tiennent à la structure de l'idéologie socialiste. Plus précisément, en fait, c'est le fait que l'idéologie socialiste soit obligée de se concilier la situation dans les années 20. Déjà qu'il y ait une NEP dans le pays, c'est déjà scandaleux, parce que le régime l'autorise seulement par pragmatisme. Mais que des gens puissent en profiter, alors là, c'est trop pour lui. Donc Staline, il veut mettre fin à la NEP et tuer tous les koulaks. Le mot d'ordre, c'est mort aux koulaks. Et c'est aussi la mort aux nepmen. Les nepmen, c'est cette bourgeoisie urbaine et commerçante qui a pu émerger pendant la NEP, puisque la NEP, c'était aussi la liberté du commerce. Oui, en gros, les nepmen, c'est l'ennemi urbain, tandis que les koulaks, c'est l'ennemi rural. Voilà. D'ailleurs, dans les villes, une véritable chasse fanatique aux nepmen anime les milieux urbains en 1927, pour le plus grand bonheur de la bureaucratie soviétique, puisqu'il existe une jalousie des innombrables fonctionnaires de l'appareil du parti vis-à-vis de la classe montante des nepmen. Est-ce que tu croirais pas que les nepmen et les koulaks se sont rendus détestables? Parce que tu sais, les gens qui se font persécuter, des fois, ils
Ils ont contribué à se faire détester. Non, pas vraiment. Ni les Nepmen ni les Koulaks ne sont une véritable classe capitaliste. Il n'y a pas d'industrie en Russie. Il n'y a pas non plus de place financière. Donc tous les clichés que tu peux avoir du capitaliste, le nez sur les cours de bourse ou qui exploite ses ouvriers comme des animaux, ne s'appliquent pas ici pour ces gens dont je parle. Tout ce qu'on peut dire, c'est que leur existence est humiliante pour le régime. Ils symbolisent l'échec du socialisme. S'ils sont là, c'est parce que Lénine a fait 3 pas en arrière. S'ils sont là, c'est parce que l'Union soviétique est construite en partie sur un mensonge. Souviens-toi bien que les gens comme Lénine ou comme Staline ne supportent pas la contradiction. Ils ne la supportent pas dans les idées, et donc ils persécutent leurs opposants, mais ils ne la supportent pas non plus dans les faits, c'est-à-dire qu'ils font disparaître les êtres physiques dont Marx n'arrive pas à expliquer l'existence. Bon, alors comment est-ce que Staline est arrivé au pouvoir? Lénine se retire en avril 1923, puisqu'il est victime d'un accident vasculaire cérébral, et il laisse Staline dans l'embarras. Alors que Staline avait été l'un des plus fidèles lieutenants toute sa vie, les derniers mois semblent explosifs, les relations entre les deux hommes sont très mauvaises. Lénine a décidé que Staline était un homme trop brutal pour lui succéder. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. Oui, non mais c'est du Lénine tout craché. Hein. Lénine, c'est quelqu'un qui nous donne des leçons de démocratie, qui enseigne la paix aux civilisations. Il a fait environ 9 millions de morts, et Vlatipak, maintenant, il trouve que Staline est trop brutal. Si tu veux mon avis, son AVC, il se l'est fait quand il s'est regardé dans une glace. Mais le pire, c'est que même avec son hypocrisie, son analyse est juste. Et effectivement, Staline sera encore plus brutal que Lénine, parce que c'est possible. Et d'ailleurs, si je veux ne pas faire la mauvaise langue, il faut bien reconnaître une chose, c'est que Lénine était extrêmement cruel avec les autres formes de socialisme, hein, les formes populistes, la forme menchevique, je n'ai parlé, et donc il est capable de purger tous les gens qui se réclament de l'idéologie socialiste, mais Lénine est resté relativement tendre avec son petit cercle étroit de fidèles, c'est-à-dire le groupe bolchevique, qui est le groupe qu'il a choisi pour conduire cette révolution. Là où Staline effectivement est plus brutal que lui, c'est que à cette époque où effectivement ce groupe bolchevique a largement grossi, Staline va réaliser des purges à l'intérieur de ce groupe bolchevique, et voire même à l'intérieur du Politburo. Et ça, effectivement, c'est un peu nouveau. Staline n'est pas un dauphin naturel, il est désavoué, on l'a dit, par le testament du maître. Mais bon, il reste quand même le chef du parti, donc de la bureaucratie, et il est très bien placé dans la course pour le pouvoir. Mais il n'est pas le seul ambitieux de cette histoire, il y en a au moins 2 autres, Trotsky, qui tient le pouvoir militaire, et Zinoviev, l'homme du Comintern. En fait, il va utiliser un jeu extrêmement subtil de manipulation dans lequel il excelle. Il va peu à peu tourner les gens les uns contre les autres, à chaque fois en se présentant comme un arbitre neutre. Dans un premier temps, il se sert de Kamenev et Zinoviev contre Trotsky. Comment il a fait pour éliminer Trotsky? Trotsky, c'est le dauphin, voulu par Lénine, mais c'est aussi un mec, un brin exalté, pas forcément très aimé. Il veut, paraît-il, une révolution mondiale. Le triomphe du socialisme par les armes dans le monde entier. Mais c'est pas si con ce que dit Trotsky. La révolution mondiale, c'est dans les plans de Marx. Il existe peut-être un endroit où la révolution pourrait s'étendre, sûrement le côté Europe. Il existe surtout un endroit où il peut se la mettre, sa révolution mondiale, je suis désolé. Encore une guerre. Les Russes sont en guerre depuis 8 ans maintenant, c'est long, c'est très long. Donc Trotsky, on le laisse parler, mais on n'a plus très envie de le voir diriger l'armée rouge. Et puis ce binoclard, c'est toujours le premier de la classe, il a toutes les qualités, il est toujours meilleur organisateur que tout le monde, il est énervant. Voilà. Donc Zinoviev, Kamenev, Boukharine, Rykov ne peuvent plus le voir. Et ils font alliance avec Staline pour l'exclure de son poste au commissariat militaire en 1925. Peu après, Trotsky est envoyé en exil au Kazakhstan, puis à Constantinople. Un de moins. Attends, il le fait pas tuer? Ça lui ressemble pas? Non, les meurtres, c'est pas tout de suite. À cette époque-là, Staline n'a pas mis en place tout son système totalitaire, il découvre sa force. Alors oui, il va lui mettre un coup de pression, mais un peu plus tard. Un autre sujet central, c'est évidemment le rapport qu'ont les bolcheviks à la NEP. Il y a ceux qui pensent qu'elle n'aurait jamais dû arriver, qu'elle est une trahison des principes socialistes. C'est sûrement ce que pense le très ambitieux Zinoviev, ainsi que le timoré Kamenev.
Et d'autres pensent qu'elle est indispensable à la stabilité du pays et qu'il faut reconnaître que nous ne sommes pas encore arrivés à l'âge socialiste. Ça, c'est ce que pensent Boukharine et Rykov. Bon, ce sujet va être instrumentalisé par Staline. Staline s'allie à Boukharine et Rykov pour évincer Zinoviev et Kamenev du Politburo en 1927. Puis 2 ans plus tard, bye bye Boukharine et Rykov, il est bien tout seul au pouvoir. En effet, sur le fond, Staline veut accomplir la découlakisation, il veut lui aussi mettre fin à la NEP, simplement jusqu'ici il l'a bouclé. Vous voyez, c'est par ce jeu de manipulation que Staline s'est retrouvé tout seul à la tête du pays. Alors qu'est-ce qu'il veut Staline pour son pays? Il a plein d'idées. Mais la première d'entre elles, c'est qu'il veut mettre en place un plan quinquennal. Ok, Staline va éliminer les koulaks et les nepmen. Comment que va-t-il s'y prendre? Alors je vais t'expliquer, c'est très simple. Alors d'abord tu prends ton koulak, tu le mets sur une surface plane, t'enlèves la peau, tu le coupes en rondelles de 5 à 8 mm d'épaisseur. Non, mais je ne demande pas une recette de cuisine. Comment il met en place son plan quinquennal? Son plan quinquennal, il est préparé par une commission au plan, qu'on appelle aussi Gosplan. C'est un plan qui se fait sur 5 ans et qui porte sur l'économie du pays. Mais ça, c'est une bonne idée, ça, en soi. Eh bien, tu en jugeras par le bilan. Mais faire des plans, en France, on en a fait aussi. La reconstruction après la guerre, on faisait des plans. Plan monnaie, je sais pas, tout ça. Ah oui, non, rien à voir. En Europe, on avait une planification indicative. On indiquait des objectifs économiques, l'État essayait de les rendre possibles, mais les entreprises privées restaient libres de leur choix. Alors qu'un plan chez les socialistes, c'est de la planification impérative. Des ordres de production et de prix qui sont donnés aux entreprises d'État et qu'il faut suivre à l'unité près. On donne des objectifs à atteindre le plus vite possible, au maximum 5 ans, mais ces objectifs peuvent avoir été atteints avant. Et si on les atteint pas? On les atteindra, avec de la volonté. Mais s'ils ont été trop ambitieux, mal calculés, si on a mal anticipé les difficultés? Je te dis qu'on les atteindra. Au pire, on triplera les cadences. Mais il n'y a personne pour lever le pied un peu au cas où? Non. Il y avait bien un économiste soviétique, Nikolai Kondratiev, le mec qui a théorisé les cycles. Bref. Lui, il avait dit à l'État que les objectifs n'étaient pas humainement atteignables. Ah. Et Staline, il a dit quoi? Staline, déjà, il a gentiment écouté ses objections. Et puis, il a répondu Camarade Kondratiev, au lieu de nous bavasser, de nous casser les oreilles et de jouer les monsieur je sais tout, allez plutôt rendre visite au goulag du coin pour y apprendre la modestie, ça vous fera le plus grand bien. Et effectivement, il a appris la modestie. On a fini par le fusiller quand même, au cas où, mais on a eu aussi la preuve qu'il se trompait puisque tous les objectifs du plan ont été atteints. En 4 ans au lieu de 5. Alors, le plan quinquennal, et là, retiens bien ça, c'est important, c'est de l'industrialisation. Pour les socialistes, le vice inhérent à la NEP, qui est donc la période qui précède, c'est que le pays ne fait que de la production agricole. Il n'y a rien pour l'industrie. Plus précisément, les consommateurs russes, si vous voulez, ne font que consommer des produits agricoles, et ils ne consomment pas, ou peu, de biens industriels, de biens de consommation, comme on dit, justement, lesquels sont réservés plutôt à ceux qui ont les moyens. En macroéconomie, cet effet était décrit à l'époque comme un effet ciseau. Les prix agricoles ne cessaient de baisser, car la demande était énorme, tandis que les biens de consommation ne trouvaient pas d'acheteurs et donc s'appréciaient. On va se retrouver avec un pays puissamment agricole, mais sans consommation pour stimuler l'industrie. Le pays donc va plutôt bien, mais il ne semble pas progresser dans son développement économique, dans son développement industriel. On est d'accord que la famine, c'était en 1922. Donc les paysans n'avaient pas un grain de blé en 1922. Donc ils partaient pratiquement de zéro. En 1929, la puissance agricole est tout juste en train de se relever. L'industrie va arriver. En fait, il faut qu'il lui laisse le temps. Il faut qu'il laisse un peu le temps au niveau de vie de monter. Et quand les gens auront une vraie sécurité alimentaire, là, ils seront prêts à mettre leurs sous dans des biens de consommation et l'industrie pourra grossir. Je pense qu'il faut être patient. Écoute mon coco, déjà qu'on est censé être en pleine révolution, c'est pas normal qu'on soit pas déjà passé par la phase capitaliste. Donc on est clairement à la bourre. Il faut industrialiser le pays au plus vite parce qu'à ce train-là, quand on fera la révolution mondiale, on va exporter Marx dans des pays qui sont chronologiquement plus avancés que nous sur la voie du socialisme et donc qui auraient dû atteindre la révolution avant nous.
On va se manier le train, industrialisation à toute vapeur. Sidérurgie, métallurgie, chemin de fer, mécanique automobile, charbon, pétrole, gaz, tout. Bon, maintenant à ton avis, dans un pays qui s'industrialise comme ça, très vite, qui finance cette industrie naissante? L'agriculture. Pour industrialiser rapidement, il faut extraire son capital de la paysannerie. Il faut pressurer les paysans, leur extorquer la totalité de leur récolte, les vider de leur sueur pour pouvoir tirer ce capital dont l'État a besoin pour ensuite écraser les ouvriers de travail cette fois, et atteindre les objectifs fixés par le plan quinquennal. Et c'est ainsi que naquit la deuxième belle et grande idée de Staline, la collectivisation des terres. Concrètement, il s'agit de mettre les villages en coupe réglée dans des structures nouvelles appelées sovkhozs ou kolkhozs. Alors, les sovkhozs représentent 10% des villages, mais c'est beaucoup plus en termes de production. Là-bas, les paysans sont payés comme des fonctionnaires. Les kolkhozs sont étendus sur pratiquement toute la Russie. Les paysans sont soi-disant libres et les terres leur appartiennent en commun. En réalité, ils sont écrasés par les agents du parti qui exigent d'eux des rendements toujours plus énormes. Et donc, par la volonté de Staline, partout, des fonctionnaires arrivent dans les villages, mettent en place les kolkhozs et les sovkhozs. Ils repèrent les paysans les plus hostiles au système, ceux qui font de la résistance, ils consignent leurs noms, les font arrêter, juger, envoyer au goulag. Alors, les réquisitions accomplies par l'État sur la production agricole est tout simplement monstrueuse. Le pouvoir prélève 30% des grains en 1930, 41% en 1931, et puis bientôt c'est la loi des épis. Le moindre épi de blé que tu caches dans tes vêtements peut te valoir déportation. Partout, des résistances se mettent en place, bien sûr. En effet, les kolkhozs signifient que les paysans vont perdre tout contrôle sur leurs terres et leur production. Ils refusent, ils organisent des émeutes, lynchent les agents du parti qu'on leur envoie, mais la réplique du gouvernement est atroce. Tous les soldats ont le devoir de tirer dans le tas pour mater ces révoltes. Les chefs sont capturés comme ennemis de l'État socialiste. En Ukraine particulièrement, la situation est telle que la République d'Ukraine est littéralement en état de guerre, avant que le rouleau compresseur de Staline ne leur passe dessus. Tout ce que je décris là, c'est ce que j'appelle la résistance active de la paysannerie, mais évidemment, cette résistance est incapable de tenir face à un État résolu à massacrer sa population. Parce qu'il y a une résistance passive aussi? Tu peux résister en faisant rien? En effet, il existe aussi une résistance passive, plus fourbe, plus silencieuse. Les paysans qui se disent « Mes stocks, vous les prendrez pas. Mes vaches, vous les aurez pas. » La résistance passive, c'est quand tu vois des paysans ukrainiens tuer leurs propres vaches, brûler leurs propres greniers. Pas question que ça tombe entre les mains de ces voleurs. Autour de 1932, le nombre de bêtes tuées atteint près d'une quinzaine de millions, c'est-à-dire la moitié de tout le cheptel que possède l'Ukraine. Quant au grain de blé, la famine est proche. Les paysans ne veulent plus replanter. En 1932, plus personne n'a plus rien à se mettre sous la dent. C'est la famine. La fameuse famine en Ukraine. Alors, à chaque fois qu'il s'agit de parler de la famine de 1932 et 1933, on parle souvent de la famine en Ukraine ou Holodomor. Personnellement, je trouve cette appellation un peu incorrecte. Ah bah si, la Russie a affamé l'Ukraine, c'est connu. Oui, c'est bien connu, mais au final, on comprend pas très bien ce qui s'est passé. Je suis désolé, dire que la Russie a affamé les Ukrainiens, c'est pas faux, mais c'est une information vraiment partielle. Parce qu'évidemment, quand on entend ça, on a l'impression que la Russie détestait particulièrement l'Ukraine et avait décidé de la faire périr en lui imposant une affreuse famine jusqu'à la mort. Sauf que je suis désolé, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Staline n'a pas vraiment fait ça. La Russie a mené cette collectivisation des terres pour des raisons idéologiques. Sur l'ensemble du territoire russe. Pas du tout par patriotisme grand-russien, anti-ukrainien. Staline est peut-être un chauvin, ou du moins va le devenir dans les années qui vont suivre, mais c'est pas du tout parce qu'il est chauvin qu'il fait ça, puisque les kolkhozs, il en installe sur toute la surface de la Russie. Des kolkhozs dans toute la Russie, ça veut dire des résistances actives et passives dans toute la Russie. La Russie n'a pas affamé les Ukrainiens, la Russie a affamé les Russes. C'est la totalité de l'Union soviétique qui est en disette, je dis bien la totalité, 100%, les signes de malnutrition sont partout, même à Moscou, même à Leningrad, à Stalingrad, à Kazan, à Smolensk, partout. Simplement, il y a des territoires où le mot de disette est encore trop faible. En Ukraine,
c'est pas la disette, c'est la famine. Dans le Kouban, c'est la famine. Au sud de la Biélorussie, c'est la famine. Le long de la Volga, dans le Caucase du Nord, au Kazakhstan, c'est la famine. Au sud de l'Oural, en Sibérie occidentale, c'est pas la disette, c'est la famine. Ok, je comprends ton idée. Après, je comprends aussi qu'il puisse y avoir une fixette sur l'Ukraine parce que il me semble que l'Ukraine, c'est une terre fertile, enfin une des plus fertiles au monde. Et donc, pas étonnant que les questions agricoles y soient particulièrement de premier plan. L'Ukraine, c'est le véritable grenier à blé de la Russie. Et donc, forcément, les enjeux sont plus cruciaux ici qu'ailleurs en Russie. Oui, ok, je comprends cet argument. Effectivement, la résistance ukrainienne a été complètement générale parce que, visiblement, la paysannerie, c'est elle qui fait tout le tissu social de cette région. Et c'est effectivement ici qu'une certaine richesse paysanne a pu exister en raison des rendements importants du tchernosium. Et donc, avec le temps, je suis aussi d'accord sur ce point, Staline a fini par mépriser les Ukrainiens. En 1932, l'Ukraine est donc bien victime d'une famine, mais elle est d'abord parce qu'elle est une région productrice, et non pas à cause de querelles d'indépendance. Les victimes de cette famine sont majoritairement des Cosaques russophones et d'appartenance russe. Il n'est pas question encore de nationalisme ukrainien qui est très balbutiant. En effet, à cette date, le nationalisme ukrainien est principalement le fait d'une élite citadine et surtout galicienne. Mais les indépendantistes ukrainiens alors, ils n'ont pas lutté à ce moment ? Eh bien non, justement, c'est ce que j'explique, c'est que les grandes figures indépendantistes ukrainiennes de cette époque, Stepan Bandera, Choulkevitch, n'ont jamais, eux, connu la famine. Mais pourquoi ? Mais parce que le sentiment national ukrainien se développait avant tout en Galicie. La Galicie n'est pas en Russie. Elle est occupée par la Pologne. Bon, cela étant dit, revenons à la famine. La famine, c'est quelque chose d'indescriptible. Je peux vous montrer quelques photos, mais ça ne rendra pas compte de ce qui s'est passé. 5 millions de morts de faim, en grande partie des enfants. D'énormes épidémies de typhus, de variole, dans le Kazakhstan, dans la région nord, dans l'Oural. Les enfants de moins de 8 ans sont des petits squelettes qui meurent presque systématiquement, n'ayant pas de nourriture adaptée à leurs besoins, et dont les dents, tombées à cause des carences, ne peuvent pas mâcher les aliments durs qu'on leur présente. Pendant que des gens se précipitent sur les racines et sur les paillassons pour en faire leur repas, la GPU, imperturbable, consigne tout ce qu'il se passe d'un œil neutre et en fait rapport à son chef. Et Staline s'en fiche. Staline se moque éperdument de la famine. D'ailleurs, il le dit à un ambassadeur qui eut l'outrecuidance de lui en parler. Oui, il y a peut-être quelques paysans qui meurent de faim en ce moment, mais ce sont des fainéants. J'ai bien essayé de les sauver, mais les kolkhosiens ne veulent pas. Le kolkhoz dit que ce sont des paresseux qui méritent ce qui leur arrive. Bon, en attendant la famine dure, l'État finit par organiser des tickets de rationnement, mais les rations en question sont régulièrement divisées par deux. En 1933, la proportion d'hommes valides dans le pays est si faible que le gouvernement peine à trouver des hommes en bonne santé pour trouver sa main-d'œuvre pour son plan quinquennal. Plus personne ne travaille, aucun enfant ne va à l'école, les mamans n'ont plus de lait, les vieillards sont couchés comme du bois sec dans les allées. Il n'y a partout que des errants qui ont quitté leur village d'origine dans l'espoir de trouver de la nourriture quelque part. Ils sont tout contents quand ils trouvent un chat de gouttière ou un chien qui pleure son maître. Au moins c'est de la viande. Et est-ce que l'Europe a été mise au courant ? Si, alors il y a des rumeurs qui circulent en Europe. Il paraît que les Ukrainiens souffrent. D'ailleurs, un homme politique français connu, courageux, Édouard Herriot, décide de faire un voyage pour en avoir le cœur net. Évidemment, les autorités soviétiques sont immédiatement prévenues. On nettoie les rues avant son arrivée. Un bon coup de balai pour dégager les vieux os. Alors tu vas te marrer, le voyage d'Herriot s'est merveilleusement bien passé. Il n'a vu que des enfants de fonctionnaires tout gras et des beaux potagers pleins de patates. Il est ravi, il repart mystifié, plein d'admiration pour Staline et jurant de faire taire les rumeurs. Une particularité de cette famine, c'est qu'elle touche les campagnes. Si vous écoutez un peu vos grands-parents qui vous parlent de la guerre, de l'occupation allemande en France par exemple et du rationnement, vous avez peut-être remarqué que les gens qui souffrent le plus de la faim, d'habitude, ce sont les citadins. Les ruraux, eux, ont souvent un peu à manger dans leur potager. Et donc forcément, vivent la situation souvent un peu mieux. Eh bien, en Ukraine, c'est l'inverse. La famine vient de la campagne. Interdiction de faire un potager. Tout ce que tu produis ne t'appartient pas. Il appartient
au parti. C'est pourquoi elle est infiniment plus grave que toutes les pénuries dont vous avez pu entendre parler dans l'histoire de France. Bon, alors même s'il y a des rumeurs qui existent, et évidemment cette réalité ne peut pas se taire, c'est Alexandre Solzhenitsyn, dans l'archipel du Goulag, qui révèle aux yeux du monde les réalités ukrainiennes des années 30. Mais il le fait 40 ans après les faits, après avoir été lui-même interné. Bon, alors comment cette histoire se finit? En 1935, les choses évoluent. Staline décide d'autoriser un petit lopin privé pour chaque kolkhozien. Cette mesure, que lui considère comme un pis-aller pour qu'on arrête de lui casser les oreilles, va être le salut des paysans. C'est ce petit lopin qui va leur permettre de survivre par la suite. Toutes les statistiques montreront qu'un paysan travaille avec 2 fois plus de rendement sur son propre lopin que sur le kolkhoz. Voilà, vous avez ici l'hypocrisie de la propriété collective démontrée par les chiffres. C'est aussi à cette époque que la Russie se couvre de goulag. Je ne saurais que vous conseiller de lire les grands écrivains qui ont parlé du goulag, de ce qu'ils y ont vu. Le froid, les poux, les travaux harassants, épuisants, les ouvrages de maçonnerie par moins 40 degrés. On peut penser aux mines d'or de la Kolyma. C'est l'endroit décrit par Varlam Shalamov dans les récits de la Kolyma. Les travaux sont complètement harassants, il faut donner des coups de pioche pour extraire l'or, ou bien pour s'occuper du débardage du bois. Un poids considérable repose sur votre corps qui est sous-alimenté, la promiscuité, les parasites, la maladie, la persécution des gardiens, vous avez tout. Vous entrez, vous avez 20 ans, vous êtes frais, solide, musclé. Shalamov nous dit, comptez 20 jours. 20 jours. En 20 jours, vous allez devenir un crevard, une espèce de rat humain. Alors pour une autre description de ces goulags, il y a Alexandre Solzhenitsyn, bien sûr, qui est le plus fameux des dissidents soviétiques. Il écrit l'Archipel du Goulag, collection de 227 témoignages de prisonniers, ou Une journée d'Ivan Denisovitch, qui est beaucoup plus court à lire. Les plus célèbres goulags, ce sont les goulags des îles Solovki dans la mer Blanche, tout particulièrement destinés aux prisonniers chrétiens ou prêtres ou apologistes de la foi chrétienne. Les camps de travail de Karlag, au Kazakhstan, où passèrent environ 800 000 détenus sous divers motifs, presque toujours politiques, et les innommables mines d'or de la Kolyma et leur route des eaux, leur route qui va à la mine, était semée d'eau humaine issue des personnes qui étaient mortes sur le chemin. La Kolyma, c'est la Sibérie orientale, 9000 km de Moscou, une région complètement désertique, tristes endroits où les doigts s'engourdissent dans les gants, où personne ne sent ses orteils, et où il faut sans cesse bouger pour ne pas geler. Bon alors pendant ce temps en Russie a lieu cette industrialisation d'une vitesse phénoménale. On appelle ça le grand tournant. Les plans quinquennaux, c'est tout un tas de projets, de vastes établissements miniers ou métallurgiques, dans l'Oural, dans le Kazakhstan. Staline exige du travail de la part de tous ceux qui ne sont pas paysans, donc il ramasse tout le monde, tous les cadets, les vauriens, les chômeurs, tous ceux qui traînent dans les villes de Moscovie ou d'ailleurs. Allez hop, on les met au travail. Et il va essayer de les stimuler par une propagande d'État qui fait d'eux les héros de la faucille et du marteau. Et effectivement, ils vont jouer un très grand rôle dans l'industrialisation du pays. Ces masses ouvrières, notez-le bien, sont mixtes. On fait travailler les femmes autant que les hommes. Le grand tournant se focalise sur l'industrie lourde et néglige complètement l'industrie des biens de consommation. Qu'est-ce qu'il veut Staline? De la sidérurgie, de la chimie de base, des machines, des grosses machines. C'est à cette époque qu'est lancée la centrale hydroélectrique du Dniepr, en Ukraine, qui était la plus puissante de toute la Russie, mais aussi le complexe sidérurgique de Magnitogorsk, sur les flancs de l'Oural, où Staline va envoyer des milliers d'ouvriers improvisés sans compétences et encadrés par des komsomols, donc les jeunesses soviétiques. C'est aussi l'époque du bassin charbonnier du Donbass, où s'illustra le fameux Stakhanov. Stakhanov était un ouvrier mineur du Donbass qui travaillait apparemment 14 fois plus vite que les autres. La propagande d'État lui a tressé des médailles et des lauriers pour ensuite trouver prétexte à l'accélération des cadences pour tous les autres ouvriers. Le summum de l'ambition malsaine est atteint avec le canal Staline. Il s'agit d'un canal devant relier la mer Blanche à la mer Baltique. Ce canal fut creusé héroïquement, à la pioche, par 100 000 prisonniers du goulag, à qui un tchéquiste impitoyable tenait la bride
aussi bien aux forçats qu'aux ingénieurs. Ce canal Staline pour les ouvriers a été de triste mémoire, il en mourrait tous les jours d'épuisement, et Staline, pressé de montrer ses succès au monde, pousse, ici comme ailleurs, au stakhanovisme. Il annonce l'ouverture pour 1933, ce fut un fiasco complet. Pourquoi un fiasco? Le canal a inondé la région? Non, mais il était trop peu profond. Les navires lourds ne pouvaient pas y pénétrer. Des dizaines de milliers de morts d'épuisement pour rien. Pour pas grand-chose en tout cas. Bon maintenant, dans ce système, les ouvriers, quand ils ne sont pas prisonniers, sont quand même moins maltraités que les paysans. Ils ont des droits. Ils peuvent avoir de l'avancement s'ils sont membres du parti. Ils sont surtout exaspérés par la surveillance générale, par la mode du stakhanovisme. Les gens dont je parle ici, ces ouvriers sont souvent jeunes, moyenne d'âge 28 ans. Souvent ils ont fui les campagnes, qui criaient famine, pour aller dans les zones industrielles. Et on les comprend. Mais notez bien que ces gens ne sont pas du tout qualifiés, et que pour organiser un peu cette masse de travailleurs qu'on vient de dénicher, l'heure est au taylorisme. Taylorisme comme Taylor? Mais attends, c'est pas un truc de capitaliste ça? Eh oui, c'est marrant d'ailleurs. On dit souvent que le capitalisme est néfaste, et en particulier à cause de la déshumanisation du travail, le travail à la chaîne, la standardisation de la production. On cite souvent Ford et Taylor, le Fordisme, le Taylorisme, ce sont des mots que vous avez peut-être déjà entendus, cette façon de machiniser un peu les ouvriers. Eh bien vous savez quoi? C'est vrai. C'est vrai que le capitalisme a tendance à machiniser les ouvriers, bien sûr, et qu'on soit bien clair, les États marxistes, et en particulier la Russie, c'était le paradis du taylorisme, bordel. Staline importait les idées de Taylor, avec dilection, dans les usines de montage de son pays. La Russie, c'est le pays d'Alexeï Gastev, un théoricien russe poète qui expliquait qu'il fallait plutôt appeler les ouvriers par des numéros au lieu de noms. C'est le pays de Zamiatine, qui écrit un livre fameux pour dénoncer justement cette numérisation des êtres humains. Bon, pour finir sur cette industrialisation, ce grand tournant, il a été beaucoup trop rapide, ce qui implique de nombreux dysfonctionnements. Les biens de consommation ne sont toujours pas produits, la main-d'œuvre est gaspillée, la qualité est souvent assez médiocre, il faut le dire, l'économie est en état de surchauffe. La surchauffe, c'est quand la production est importante mais que la consommation ne suit pas. Et le bilan, en tout cas le bilan du premier plan, il est assez accablant parce que, certes, il a permis la croissance de l'industrie, mais au prix d'un effondrement agricole. C'est donc, au final, un recul de la productivité globale qu'on observe en Russie. En Union soviétique, on pratique les procès-spectacles. C'est quoi un procès-spectacle? Ce sont des procès où, en gros, 1. Les accusations sont fantaisistes, 2. Les preuves sont truquées, 3. Les accusés n'ont aucune chance d'échapper à un sort qui est décidé à l'avance, 4. Ces accusés sont soumis à de telles pressions et de telles tortures qu'ils reconnaissent et avouent publiquement leur tort, 5. Parmi les peines de mort, une partie est cependant commuée en déportation pour raison de coopération. Pour donner de l'espoir à ceux qui voudraient se dénoncer. Bon, les procès-spectacles, c'est une invention qui date de Lénine. En 1922, il avait fait le procès des populistes. En 1928, Staline se fait une première fois la main à ce type d'exercice avec les saboteurs de l'industrie du charbon. Il acquiert ici les premiers automatismes du langage judiciaire soviétique. Tu travailles pour la bourgeoisie capitaliste, tu es affilié à un pays étranger. Et déjà à l'époque, certains tiquaient avec ce type de pratique, notamment Boukharine. Parce que Boukharine, c'est le chef de la Pravda, et à l'époque, il avait le droit de lever la main en classe. Bon, les procès de Moscou arrivent en 1936. Le détonateur est l'assassinat d'un membre du parti, Sergueï Kirov, en 1934, qui est une personnalité très proche de Staline. Alors au début, les procès de Moscou sont des procès pour l'exemple. On va montrer le visage humiliant des condamnés. Oui, j'avoue, j'ai été un ennemi du peuple. J'ai travaillé comme agent pour les services secrets britanniques, ou allemands, ou japonais. Mais grâce à ce procès, j'ai enfin une chance de rédemption. Merci, camarade Staline. Le premier procès d'août 1936 aboutit à la condamnation à mort des responsables politiques anciens anti-NEP, dont je vous ai parlé,
Zinoviev, Kamenev et leurs nombreux amis. Il fallait se débarrasser de ces hommes qui ont connu la révolution de 1917 et qui, par leur ancienneté, font de l'ombre à Staline. Donc premier procès, Zinoviev, Kamenev, 16 personnes, toutes fusillées dans les 24 heures. Le second procès, c'est la condamnation de Piatakov et de Radek, c'est-à-dire des responsables économiques travaillant sur l'industrie. On apprend que ce sont en fait des espions de l'Allemagne nazie. Ah bon, on ne savait pas. 4 condamnations au camp de travail et tout le reste à mort. Le troisième procès, c'est la condamnation de Boukharine, Rykov et d'autres, c'est-à-dire les anciens responsables politiques pro-NEP cette fois. Là encore, que des condamnations à mort. Et nous dit la Pravda, à l'annonce du verdict du troisième procès, le peuple hurla de joie. La Pravda qui d'ailleurs a jadis été dirigée par le même Boukharine. Si la Pravda le dit, c'est sûrement que c'est vrai. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses, les grandes purges. Non, les procès de Moscou, c'est de la gnognotte. Il a dégrossi un peu. En gros, tous les membres du parti ont leur tête sur un billot. Et ça se joue à une chance sur 2. Pour mener à bien ces purges, Staline s'en remet à un petit homme énergique, un certain Yezhov. Et il lui dit, écoute, je te confie la police de l'État, le NKVD. Ton premier travail, ça va être de liquider la personne qui était assise là avant toi. Nicolas Yezhov sera d'une efficacité redoutable. Son prédécesseur, qui l'a fait liquider comme je l'ai dit, avait créé le concept de goulag. Lui, il va créer le concept de comment faire pour mettre des gens dedans. Entre 1937 et 1938, donc en 2 ans, il fait exécuter un total stupéfiant de 681 000 personnes, et j'ai pas compté celles qui ont été condamnées aux travaux forcés. La population des camps s'accrut en un temps record de 1 196 000 à 1 881 000, à quoi il faut ajouter les quelques 140 000 personnes qui ont perdu la vie par épuisement entre ces 2 dates. De quoi accuse-t-on les membres du parti? Déviationnisme droitier? Déviationnisme nationaliste? Déviationnisme religieux? Espionnage au profit de l'Allemagne? Du Japon au profit des États-Unis? Zinovievisme? Trotskiste? Ah, les trotskistes, on aime bien. Et on aime bien cette insulte parce que les trotskistes, on les dévore avec du caramel. On y met un soin minutieux. Vous avez vu que Trotsky a été enlevé de toutes les photographies. Le souci du détail. Parce que si vous voulez, l'avantage avec les trotskistes, c'est qu'ils sont dans le parti par définition. Ils peuvent pas être dehors. Trotsky, avant de partir, a laissé des agents sur place. Et il faut bien qu'on les élimine. D'ailleurs, quand Trotsky finit par être assassiné lui-même par le NKVD, en 1940, ça va être triste, parce qu'on perd une étiquette extrêmement efficace pour faire régner la Grande Terreur. Attends, c'est quoi la différence entre trotskiste et titiste? Bon, c'est pareil, trotskiste, agent de Trotsky, titiste, agent de Tito. En fait, titiste, ça sera l'équivalent après-guerre de trotskiste avant-guerre. Yezhov épure les personnalités militaires, même le grand Toukhatchevski, celui qui a pourtant fait des merveilles à l'époque de la Révolution, n'y échappe pas. On épure jusque dans l'entourage proche de Staline. Orjonikadze, l'un de ses meilleurs amis, un Géorgien, est contraint au suicide. Mais attends, c'est quoi la différence entre procès de Moscou, grande purge, grande terreur? Je confonds un peu tout là. Procès de Moscou, grande purge et grande terreur. La grande terreur, c'est lorsque l'épuration atteint les cercles extérieurs au parti. Dans chaque région, Yezhov donne des quotas de déportés à trouver obligatoirement. Et ensuite, c'est au commissaire, sur place, de trouver les victimes pour remplir les quotas. Bon, Yezhov, petit à petit, devient un homme complètement stressé, tendu, alcoolique. Il devine que cet appareil de destruction qu'il a créé, ou qu'il a contribué à créer, est tellement en train de surchauffer et de trembler qu'il finira par se retourner contre lui-même. De même qu'il a fait liquider son prédécesseur. Son successeur, Lavrenti Beria, un Géorgien, le remplace et le fait condamner lui à mort. C'est une chaîne infernale. Vous voyez le genre de chaîne complètement morbide? En fait, on est aux grandes heures de la Révolution française. La terreur de 93, on est en plein dedans. Mais ici, c'est particulièrement subtil parce que Yezhov est condamné et tout le poids des grandes purges lui tombe dessus. Staline va tout lui mettre sur le dos. Il affirme que les quelques excès qui ont été recensés sont advenus par sa faute, par la faute de Yezhov, et que c'est là une grande trahison qui lui fend le cœur. Lui, l'honnête et sincère camarade Staline, qui ne voulait qu'assurer la sécurité des concitoyens. Par la condamnation de Yezhov,
Staline cherche à se laver complètement des reproches qu'on pourrait lui faire au sujet des grandes purges et de la Grande Terreur. Ça avait commencé avec les procès de Moscou, et en fait on a vu que les procès de Moscou ont complètement éliminé la vieille garde bolchevique qui avait accompli la révolution de 1917. C'est-à-dire qu'avec les grandes purges, les hommes du parti sont des hommes jeunes. Ce sont des gens complètement acquis à Staline et qui se souviennent assez mal de l'époque de Lénine. À 2 exceptions près, il ne reste vraiment que 2 personnalités de la première génération de léninistes. C'est Alexandra Kollontai, la féministe enragée de 1917, et un certain Mikhaïl Kalinin. Eux, par une sorte de miracle, ils ne vont pas mourir pendant les grandes purges. Et franchement, j'avais envie de parler d'eux parce que ce sont des exemples très éclairants. Mikhaïl Kalinin, alors je sais que ce nom vous dit peut-être pas grand-chose, pourtant, il est le chef d'État de l'Union soviétique. Il est à la tête du Soviet suprême, ce qu'on appelle le Présidium. Et donc, comme le régime soviétique est en apparence démocratique, c'est lui qui en est le chef d'État. Et ce, pratiquement en permanence, pendant toute l'époque de Staline. Bon, c'est une espèce de pot de fleurs, à qui la permission de penser n'est pas souvent accordée. Un beau jour, Kalinin, le chef d'État de l'URSS, est rentré chez lui, sa femme n'était plus là. Elle est dans un goulag. C'est comme ça qu'on traite les premières dames en Union soviétique. Elle avait dit un mot de travers contre le régime et elle disparaît en 1938. Or, Kalinin a reçu plus d'1,5 million de demandes d'aide de la part de citoyens en détresse qui lui demandent d'utiliser sa position pour agir. Mais Kalinin ne peut pas les aider, parce qu'il est impuissant à sauver ne serait-ce que sa propre femme. Je signale qu'il n'est d'ailleurs pas le seul dans ce cas. Molotov, l'homme du pacte germano-soviétique, l'homme qui va donner son nom au cocktail Molotov, Molotov lui aussi a une épouse au goulag. C'est complètement sidérant. Et Kollontai, la féministe? Alors le cas de Alexandra Kollontai est vraiment curieux également. C'était la grande féministe, celle qui n'avait pas la langue dans sa poche, celle qui tenait tête à Lénine lui-même, la Rosa Luxembourg de Saint-Pétersbourg. Elle protestait contre Lénine parce qu'elle trouvait que la volonté des soviets n'était pas respectée par le Politburo. Elle était assez enragée pour protester contre la NEP, c'est vous dire son degré d'endoctrinement, parce que pour elle, la NEP était une trahison, qui avait débouché sur le malheur des paysans. En réalité, c'est exactement l'inverse, tout le monde est d'accord là-dessus. Eh bien, cette Valkyrie de la Révolution, elle est dans une sorte de déchéance totale, complètement vieillie et asservie par Staline. Alors quand je dis d'une déchéance, je dis pas qu'elle a perdu sa prestance et son intelligence. Au contraire. Non, c'est plutôt une déchéance en comparaison des combats qui furent les siens dans sa vie. En fait, son lobe frontal a été complètement lavé et elle est devenue l'un des nombreux serviteurs à la solde du camarade Staline. C'est pratiquement l'une des dernières vraies actrices de la révolution de 1917 encore en vie à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Et il va lui trouver une place très utile. Ce sera sa diplomate attitrée en Scandinavie. Elle va jouer un certain rôle pour la reconnaissance de l'URSS dans les pays scandinaves. L'établissement de relations commerciales, qui n'est pas du tout anodin, parce que des relations commerciales avec des pays étrangers, c'est assez difficile à obtenir pour l'Union soviétique, elle est regardée avec méfiance. Et quand même, c'est à Kollontai notamment qu'on doit une politique assez habile, dans le contexte particulier de la guerre en Scandinavie, la guerre en Finlande. Elle va réussir à faire annexer au pays la Carélie. Bref, une diplomate expérimentée, la première diplomate femme de l'histoire, une femme active, intelligente, complètement acquise à Staline, aussi étrange que cela puisse paraître de la part de cette personnalité orageuse. Et vraiment, je vous parle d'elle pour dire comme quoi, sur certaines personnes, le lavage de cerveau a parfaitement réussi. Bon, cette grande terreur atteint des sommets en 1937 et 1938, mais elle dure jusqu'à la mort de Staline. Les prisonniers politiques ne seront libérés qu'après sa mort, et dans le courant de la déstalinisation. En Union soviétique, une chose qui frappe tous les observateurs, ce sont les enfants abandonnés. Il y en a partout. C'est une vraie épidémie. On a commencé à les voir apparaître à l'époque de l'invasion allemande, en 1914.
Mais ce qui est fou, c'est qu'ils n'ont jamais disparu. Les Russes connaissent bien ces enfants loups qu'on appelle les besprizorniki et que l'on voit traîner en bande. On sait qu'il doit en exister 4, peut-être 5 millions. Beaucoup sont des orphelins de la guerre civile ou des grandes purges, n'ayant personne pour s'occuper d'eux. Ils vivent de rapines et de crimes divers. La vodka les connaît bien, parfois ici de la cocaïne ou là la prostitution. Mais d'où ils viennent tous ces enfants? Leurs parents sont en prison? Oui, emportés par la guerre civile, par la famine, par les déportations. Le nombre des enfants loups ne baisse pas, et encore moins avec les purges. En fait, ils sont aussi des enfants de la misère. Les gens n'arrivent plus à s'occuper de leurs enfants. Et ça me permet de faire le lien avec une autre réalité difficile du monde soviétique, c'est qu'on y divorce très facilement. Les liens conjugaux, les liens filiaux, les liens familiaux sont extrêmement lâches. Et en fait, ça va reboucler avec la philosophie antichrétienne de Staline. Le régime est antichrétien, donc le mariage religieux n'a aucune valeur. En revanche, le mariage civil, c'est juste une inscription dans le registre. C'est l'affaire de 5 minutes. Les pères absents, eux, ne versent des pensions que dans un tiers des cas. C'est vous dire à quel point les gens n'assument plus vraiment leurs enfants abandonnés ou leurs enfants qu'ils laissent auprès de leur mère après le divorce. Et en fait, la plupart du temps, c'était un peu l'individualisme généralisé. À noter aussi, et ça rejoint un peu cette idée, c'est qu'entre 1920 et 1936, on avortait aussi très facilement. Alors attention, quand je dis qu'il y avait des avortements faciles, je veux dire par là avortements gratuits. Après, ça pouvait être très dur, parce que c'était des avortements sans anesthésie. Et donc potentiellement très douloureux. Mais enfin, ils étaient légaux et très fréquents. Et cette société donne l'impression d'être finalement assez peu brillante. Et le pire, c'est que l'Union soviétique, surtout dans les années 20 et 30, a encouragé l'État à prendre en charge tous ces enfants abandonnés, mais même, j'ai envie de dire, les enfants en général, à travers les écoles d'État et les komsomol, les jeunesses soviétiques. Et quand vous mettez tout ça bout à bout, bah oui, vous voyez bien que finalement, les liens familiaux sont beaucoup plus lâches en Russie qu'ailleurs. D'ailleurs, l'État est prompt à séparer les destinées des hommes et des femmes. Déjà, les déportations. Combien d'hommes et de femmes ont été séparés à cause d'une condamnation au goulag, mais aussi par la politique des usines. Je vous ai dit, avec l'industrialisation, les mouvements de main-d'œuvre sont extrêmement importants. Les gens quittent les campagnes pour aller gagner les zones industrielles. Donc, la main-d'œuvre est en grand mouvement partout en Russie. Les gens sont complètement déracinés. Et les femmes, parce que la main-d'œuvre est mixte, donc les femmes sont très concernées par ce contexte. On leur propose souvent des postes très éloignées du village où elles vivent avec leur mari, et quand elles expliquent que ça va être compliqué à leur supérieur, très souvent on lui répond que de toute façon elle a qu'à divorcer, elle en retrouvera un autre à l'arrivée. Et pour divorcer, il suffit juste de se désinscrire du registre. C'est vraiment très rapide. Je donne ici une citation d'une habitante de Moscou. Dans l'entassement des gens et des choses, dans l'accablement du quotidien, les liens du mariage cédaient. Comment prendre au sérieux des liens que nouait et dénouait par simple jeu d'écriture un fonctionnaire indifférent du ZAGS? Le ZAGS, ça veut dire l'état civil. Récapitulons. Si la famille se détruit sous Staline en Union soviétique, c'est à cause de 4 phénomènes distincts. Premièrement, une législation nouvelle du mariage adoptée entre 1917 et 1920, sur influence de certaines personnes, comme Alexandra Kollontai, et par laquelle l'État devient indifférent à la famille. Dans les villes, l'homme vit en union libre, et s'il se marie civilement, c'est qu'il y voit un avantage juridique quelconque. Le mariage religieux, qui est un sacrement et donc vu comme un engagement perpétuel, est inexistant dans 72% des cas de mariage civil à Moscou en 1925. Deuxièmement, ce sont les déportations, la guerre civile et la famine, tout engendré par le régime. La difficulté d'assumer ses enfants en pareille situation explique sans doute l'explosion du nombre d'enfants loups, de refus de pension et d'avortements. Troisièmement, le monopole de l'État sur l'éducation. Comme sous la Troisième République en France, l'école est un moyen d'arracher l'enfant paysan à l'influence de son village et de la foi de ses parents. Dans les États totalitaires, aussi bien nazis que communistes, cela va plus loin. L'État réclame le monopole sur la société et donc veut contrôler l'éducation de l'enfant. Cela a pour effet de déresponsabiliser les parents. Quatrièmement, enfin, il reste le caractère athée et antichrétien du régime. La religion, qu'elle soit chrétienne ou dans certains endroits musulmane, n'était pas qu'un système de croyance. C'était un stabilisateur très fort qui décourageait les adultères et empêchait les séparations par sa simple autorité.
Là où la religion disparaît, les liens conjugaux et familiaux passent après le bon vouloir de l'individu. Or, la religion, inexistante dans les villes, persistante dans les campagnes, est en Russie persécutée tous les jours. Les actes religieux ne sont pas interdits dans le privé, en théorie. La persécution antichrétienne, elle se fait au niveau des lieux de culte, que l'on ferme. On pense qu'il y a près de 85% des églises qui ont été fermées, ou transformées en musées, ou détruites pour faire une usine. L'interdiction de la religion n'est pas officielle, mais l'industrialisation passe toujours avant la vie religieuse. Et donc forcément, c'est très facile de faire fermer une église. On fait arrêter les ministres du culte pour décourager l'entrée dans la prêtrise, on les fait fusiller par milliers, on interdit les rassemblements publics les jours des fêtes religieuses. En 1936, les avortements avaient atteint des proportions hallucinantes. Staline commence à se demander si on n'est pas en train de priver le pays de sa main-d'œuvre future, et donc il décide de réinterdire l'avortement de nouveau. En 1944, il restreint les possibilités de divorce. On voit bien qu'il est de plus en plus sceptique face à ce laisser-aller des années 20 et 30. La guerre l'a rendu plus pragmatique sur les questions natalistes, bien sûr. Il y a eu quand même 20 millions de morts pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va bien falloir repeupler tout ça. Et donc là encore, dans l'après-guerre, la Russie commence à retrouver un certain souci de la longévité de la cellule familiale. Dans cette vidéo, nous avons exploré le pouvoir stalinien précédant la Seconde Guerre mondiale. C'est tout à fait volontaire, cela nous permet de saisir l'essence même du pouvoir stalinien sans prendre en compte les perturbations de la guerre et l'infléchissement de son comportement à partir de 1941. Nous avons parlé du totalitarisme en temps de paix, par opposition au totalitarisme en temps de guerre, sous Lénine. Staline, avant toute chose, est un idéologue prétentieux qui collectivise et industrialise son pays. Sa personnalité n'a ici qu'une importance secondaire. Oui, il est cynique, manipulateur hors pair, dissimulateur de famine, homme de progrès, grand purgateur du parti, exécuteur des masses et persécuteur d'église. Quoi qu'il en soit, et je pèse mes mots, il n'a pas déformé les idées de Marx. Il n'a massacré personne par trahison de ses idées socialistes. Staline massacra en raison et non en dépit de son socialisme. Tous les socialistes, et Dieu sait qu'ils emplissent nos amphithéâtres, devraient et doivent être confrontés au triste passé stalinien, de la même façon que tout raciste devrait et doit se confronter au scandale humain de l'esclavage ou du génocide des Juifs. Je sais bien que leurs idées sont très autorisées et que le mot socialisme n'a pas encore perdu sa bonhomie, mais cela n'y change rien. Nous parlons ici de l'idéologie de Marx. Il y a des socialistes purs, orthodoxes, c'est-à-dire des révolutionnaires qui ne conçoivent la politique que comme la fondation d'une société idéale. Il y a aussi des sociodémocrates, c'est-à-dire des socialistes hétérodoxes, qui ont abandonné la révolution parce qu'ils ont préféré se commettre avec la démocratie libérale. Tous sont de la même famille. Les orthodoxes sont les jeunes, les adolescents, qui attendent patiemment de pouvoir allumer le tison. Les hétérodoxes sont les mêmes, devenus plus âgés, ayant lissé leurs idées sur la pierre de leur carrière de député. Je ne doute pas ici de la sincérité des uns et des autres, mais tous font système. Les socialistes hétérodoxes répandent Marx dans la démocratie indirecte, et ils engendrent ainsi de nouvelles générations orthodoxes qui, eux, réaliseront la dictature du prolétariat, la démocratie pure et parfaite, la révolution. Il faut confronter les socialistes à la famine russo-ukrainienne de 1932, qui fit de 5 à 8 millions de morts, et à la famine chinoise de 1959, qui en fit 20 à 55 millions, en des saisons qui ne souffraient pourtant pas du climat. Comment l'idéologie de Marx a-t-elle engendré la famine ? La première raison, c'est qu'elle ne peut se concilier la vie paysanne. Chez Marx, l'ère du socialisme arrive par la révolution prolétarienne. Marx ne s'entend pas avec les paysans, et même si ses théories avaient fait de la paysannerie la classe révolutionnaire,
Il ne pouvait occulter que la mentalité paysanne est fort éloignée de la sienne. Là où le marxisme est internationaliste, le paysan connaît mieux que quiconque le lien qui unit l'homme à sa terre. Plus problématique encore, le paysan ne hait pas la propriété privée. Il croit parfois la détester, comme en 1917, lorsqu'il suivait les appels de Lénine, mais c'est simplement parce qu'il en était privé, que son lopin de terre à l'époque n'était pas assez grand et qu'il lorgnait sur les lopins plus grands que le sien. Les paysans sont d'accord pour réclamer un partage des terres, une réforme agraire comme on dit, mais non une suppression du principe de propriété. Tout au contraire, le paysan veut posséder la terre qu'on lui promet. Il veut une terre qui ne soit pas grevée par une redevance au Seigneur, une terre avec laquelle il aurait un lien personnel et sacré, une terre qu'il aimera et qu'il chérira, où ses enfants pourront l'aider aux semailles ou aux moissons sans craindre les recrutements forcés, où sa femme pourra tirer le lait des vaches et des chèvres, et où son âne batté, après avoir bien porté le grain au moulin, trouvera son avoine dans son étable, en fin de journée, en récompense de ses services. Il aime que la terre soit à lui pour qu'il la féconde avec ses sueurs. C'est en cela que le servage était un scandale, et c'est en cela que le socialisme reproduit ce scandale. Le paysan veut une terre où il garderait un peu de ses grains pour sa famille et vendrait le reste. Une terre où il pourrait faire ses comptes à sa manière sans souffrir d'un régisseur comme autrefois. Et le paysan aussi veut du bon rendement pour nourrir la collectivité. Le travail de l'État est de l'ouvrir lentement au perfectionnement technique. Il veut pouvoir labourer et aimer sa terre en toute indépendance sans être pollué par les intellectuels de la ville ou les statistiques sur la quantité à produire. Il veut une terre dont il puisse tirer capital et un jour faire partie des notables du village. La terre, il veut pouvoir en tirer orgueil. De la même façon qu'un père tire orgueil de ses enfants. Le système collectif, où tout lui appartient en théorie et rien ne lui appartient en pratique, ne répond pas à ses besoins, ni à ses droits, ni à l'idée qu'il s'en fait, et encore moins à son honneur. Être propriétaire pour lui, cela signifie décider des quantités ou du matériel acheté ou des parcelles à emblaver, sans en référer à un obscur kolkhoz qui sera dominé par on ne sait qui, par on ne sait quel groupe ou parti. Le socialisme est incapable de prendre les paysans tels qu'ils sont, avec leur conservatisme, leurs pratiques religieuses, leur orgueil, leur ladrerie, leur prudence et leur crainte des aléas éternels du climat et de la politique. Le socialisme songe sur un plan idéal, alors que le paysan réfléchit, avec la politique du tant pis et du on fait avec. Le socialiste dit que la terre peut appartenir à tous. Le paysan sait bien que quand elle appartient à tous, elle appartient surtout à celui qui imposera la loi du groupe, à celui qui saura manipuler les foules. Qui donc ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il sera lui dépouillé de ses droits. C'est la seule chose qu'il sait. Le socialisme pense la politique comme un idéal, une politique céleste et hors de la terre. Il ne veut que des saints ou des morts. Et les paysans ne sont ni des saints ni des morts. Ils ont leur psychologie propre. La source du problème de la famine est donc l'arrivée de la collectivisation dans une société qui la refuse intérieurement. Mais cela est seulement la source du problème. Il y a maintenant la façon dont le problème a été entretenu. L'entretien du problème vient de l'égalité. On le dit rarement, mais le gouvernement soviétique ne niait pas la famine en soi. Il l'a cachée aux yeux du monde, certes, mais il essayait d'y remédier en secret. Son remède, cependant, était à l'image de sa conception du monde, fondée sur l'obsession de l'égalité. Si les Russes crient famine, c'est sûrement un problème d'égalité. Les socialistes ne connaissent pas d'autre façon de résoudre un problème. L'égalité est l'équerre avec laquelle ils mesurent tous les angles, le compas pour toutes les quadratures, et ainsi l'égalité traça ce cercle de mort. Molotov expliquait à son maître que la faim guettait tous les districts. Le politburo disait « Il ne se peut pas qu'un producteur mange pendant que les citadins souffrent de la faim. Comment cela serait-il possible alors que nous avons réalisé la révolution ? Comment cela se pourrait-il alors que nous sommes dans l'ère du bien ? Ainsi, si la faim règne, c'est que le paysan mange trop. C'est évident. Staline ne peut penser autrement, pas parce qu'il est un tyran ou un oppresseur, mais parce que tous, Trotsky, Zinoviev,
Kollontai, Marx, Engels, tous sont incapables de réfléchir d'une autre façon. Plus le kulak est dépouillé, plus la famine se répand. Et plus la famine se répand, plus le kulak est dépouillé pour empêcher la famine. La folie égalitaire, rebouclant sur elle-même, a brûlé le ventre des Russes, de Russie et d'Ukraine pendant près de 3 ans. Or, l'inégalité des producteurs et des consommateurs est dans l'ordre des choses. Il faut que les premiers mangent avant de nourrir les autres. Il en a toujours été ainsi. Le paysan, pour être un bon producteur, doit disposer de quelques hectares et d'un bon repas. Il doit manger avant les autres, et là, il produira tout ce qu'on veut. C'est le monde réel. Ici se trouve le privilège naturel du paysan, par lequel il arrive à joindre les deux bouts et à ne pas être humilié dans sa condition. L'inégalité fondamentale entre producteurs et consommateurs existe depuis que le premier engrain a été moissonné sur la terre. Dit autrement, le droit du paysan à manger ce qu'il produit, à se servir en premier, qui ne fait qu'un avec le droit de propriété, ressemble à un privilège de classe. Mais Staline ne sait pas ce que cela signifie. Expliquer à un socialiste que les classes existent et doivent cohabiter, après 1917, c'est exactement comme expliquer à un nazi que les races existent et doivent cohabiter. Si le paysan propriétaire devait demeurer ici-bas, Marx eût mieux fait de ne pas naître. Enfin, pour ce qui est du totalitarisme stalinien et des grandes purges, ce ne sont que des conséquences du socialisme, à condition qu'on le comprenne bien, dans son ambition première, dans son sectarisme originel. Le socialisme représente une libération de l'homme, une véritable rédemption qui occupe un statut comparable à la rédemption chez les religions. Si Staline et Mao broient les hommes, c'est simplement qu'ils croient broyer les geôliers et délivrer les innocents. Les chrétiens empêchent l'homme de se libérer, car la religion est l'opium du peuple. La tolérance religieuse est donc criminelle. Les producteurs mangent avant les consommateurs, c'est donc que la classe productive est criminelle. Les pays étrangers ne se laissent pas contaminer par l'Union soviétique. Toute intelligence avec eux est criminelle. Tout cela est criminel dans le sens où tout cela est un crime contre l'homme. Leur absolu justifie tout. Ainsi est le secret du régime totalitaire stalinien. La personnalité de Staline, qui est complexe et que nous explorerons plus tard, n'est pas extérieure à son orthodoxie. Le marxisme a produit d'autres hommes comme lui, des meilleurs et des pires. L'idéologie lui a permis d'exister. Staline n'a fait que s'adapter à cette permission.